Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission que vous connaissez déjà et qui se passe chaque dimanche à partir de 11 h sur la RTB. L'émission est en direct et permet aux journalistes de commenter, d'analyser, de décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, nous avons au menu 4 sujets. Il s'agit de l'opération menée par les forces de défense et de sécurité dans le nord du Burkina et qui a permis d'abattre Haruna Diko, présumé auteur de plusieurs attaques terroristes dans le nord du Burkina et d'interpeller 18 autres présumés djihadistes. Nous évoquerons également dans le même sujet le bilan des attaques terroristes de 2015 à 2016, un bilan dressé par Simon Compaoré, le ministre de la Sécurité. En politique, nous parlons de la gestion de la mairie centrale de Ouagadougou qui divise l'UPC, le principal parti d'opposition, et le MPP. Le troisième sujet porte sur la grève de 5 jours du syndicat national des agents des impôts et des domaines. Et enfin, nous parlerons de la visite de Claude Bartolone au Burkina Faso et de la politique en France marquée par la campagne électorale. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité, je suis en compagnie de 4 confrères que vous connaissez certainement déjà. Il s'agit de Ladji Bama du journal Le Reporter. Bonjour Bama. Également sur ce plateau, Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayan. Nous avons avec nous Paul Miki Rwamba de Wara FM. Bonjour. Oui, bonjour Sayan. Et enfin Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Sayan. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est l'information phare de la semaine. Les forces de défense et de sécurité, lors d'une opération menée dans la nuit du 22 au 23 mars dans la localité de Pétéga, ont abattu Haruna Diko, présumé auteur de plusieurs attaques terroristes dans le nord du Burkina. Selon les mêmes sources, d'autres présumés djihadistes au nombre de 18 ont été arrêtés. Alors, quelle analyse, quel commentaire par rapport à cette action des forces de défense et de sécurité? Yacinthe. Je pense que c'est sur ce même plateau qu'on a souvent réclamé ce genre de victoire de notre armée, disons ça comme ça. Moi, je prends ça comme une victoire de notre armée. Et comme une victoire dans le milieu footballistique, ça se fête. On l'a fêté. Maintenant, il faut repartir sur le terrain. Je pense que c'est ainsi qu'il faut prendre. C'est bon, déjà, à prendre, mais ce n'est pas encore arrivé parce qu'on n'a pas encore réussi à vaincre véritablement le terrorisme jusqu'à ces derniers retranchements. Donc, c'est déjà bon, ce genre d'action d'envergure de notre armée. Ça permet de rassurer la population d'une manière générale, mais aussi même de contribuer à renforcer le renseignement parce que plus nos populations feront confiance à nos forces de défense et de sécurité, plus elles iront vers elles donc, pour leur confier des informations. Donc, l'un à l'autre, c'est déjà bon à prendre, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Si on prend justement ces différentes saisies, j'imagine que du côté terroriste, ils ne vont pas rester comme ça. Ils vont certainement préparer une riposte. Il faut, en temps opportun, pouvoir répondre à cette riposte-là. Au-delà de la riposte aussi, il faut anticiper. On n'a pas vu, on n'a toujours pas vu vraiment un déploiement conséquent du côté aérien au Burkina, de l'armée burkinabé donc dans cette zone-là. Je pense qu'il faut nécessairement travailler à renforcer notre armement aérien déjà pour pouvoir être à même de répondre. Et aussi, il faut que ceux-là qui ont réussi à faire ces coups-là soient primés à la hauteur de leur tâche. Je pense qu'il ne faut pas simplement leur envoyer des lettres de félicitations, des primes conséquentes comme dans le domaine footballistique. Ça dit que c'est une victoire. Il faut que ces éléments de force de défense et de sécurité qui ont eu cette victoire aient une prime. Ça c'est discutable. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sourires, en tout cas autour de la table. On va permettre. Oui, bon, j'ai dit. Il y a bataille de fond commun. Bon, on va y en venir. Alors, Rabo, votre réaction par rapport à cette action? C'est moi aussi. Pardon, Bama, alors. Non, c'est vrai, on est tous d'accord que c'est une victoire. Elle est à saluer à sa juste valeur. Mais justement, il ne faut pas tomber aussi dans un triomphalisme, j'allais dire pro-BA aussi, parce que moi, j'ai bien peur que on ne célèbre trop cet événement-là qui, moi, franchement, à mon niveau, je n'ai pas trop trouvé à célébrer parce que
quand on regarde la qualité de la prise, moi, Aruna Diko, franchement, jusqu'à cette date-là où on l'a arrêté, c'était un parfait inconnu. Peut-être que je ne suis pas trop attentif à l'actualité Alors, de selon ce milieu-là. certaines informations, il serait le lieutenant de Oui, Malam oui, Diko, voilà, en tout cas voilà. l'homme des Ça aurait été Malam Diko encore, moi je serais encore plus heureux. Mais Aruna Diko, franchement, moi je suis vraiment... peut-être que je n'ai pas été trop attentif, mais je ne le connaissais pas, je n'ai entendu pas de lui. Mais qu'on prenne un gars comme ça, un parfait inconnu, avec 18 présumés djihadistes, qu'on veuille trop célébrer ça, moi je pense que par rapport à ce qu'il nous reste encore à faire, c'est insignifiant. C'est insignifiant, mais n'empêche que c'est une victoire tout de même. Aussi, il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on nous attaque, surtout quand on se rappelle la première attaque de Nassumbu, le ministre d'État Simon Compaoré avait qualifié le matériel que ces gens utilisaient pour nous attaquer comme un matériel assez important que notre armée même apparemment n'avait pas. Dit que la force de frappe justement, de l'ennemi alors était qu'on prenne des supérieure. gens avec des fusils de chasse, je crois, non? Ce qu'ils ont pris comme matériel avec eux, là, c'est vraiment pas quelque chose qui est assez important. Et quand on compare ça à ce qu'ils ont encore pour nous attaquer, moi je crois qu'il faut être quand même assez modéré dans cette célébration-là et continuer de travailler et encore engranger beaucoup de victoires plus importantes. Voilà. D'accord, oui, Rabo. Yacine parle de victoire. Là, Guiba m'a dit qu'il faut relativiser. Je crois qu'on a tous raison, non? Parce que quelque part aussi, c'est une victoire parce qu'on n'en avait pas l'habitude. Je crois que c'est déjà une avancée. Et Yacine a relevé que ça va renforcer la confiance avec les forces de défense et de sécurité, surtout pour des populations qui ne savaient plus à quel sein se vouer. L'un dans l'autre, je crois qu'on est avancé. Et moi, je suis sûr que les offensives vont se répéter, parce que stratégiquement, je ne vois pas comment nos FDS vont attaquer et puis aller après dormir sur les lauriers. Je crois qu'il y a un certain nombre de cibles qui ont dû être identifiées et qui ont dû être mises dans une planification d'offensive de l'armée. Et je conviens avec le ministre de la Sécurité que ce n'est pas une question sur laquelle il faut dévoiler beaucoup de choses, mais j'imagine que des choses vont se faire dans les jours à venir. Et que le fait d'avoir abattu un certain Aruna Diko, même si nous on ne le connaissait pas, c'est d'ailleurs tant mieux si on ne le connaissait pas, parce que ce n'est pas à nous de faire la propagande des terroristes. Le fait de l'avoir abattu est déjà quelque chose. Ça veut dire qu'on a identifié sa cache et on a fait en sorte de le neutraliser. Je crois qu'on devrait faire un peu plus, parce que si le patron est vraiment le patron, il est mieux protégé et mieux caché que le lieutenant. Voilà, c'est pourquoi on ne pouvait pas l'avoir de prime abord. Donc je crois que c'est une avancée et ça va normalement nous permettre de neutraliser ces terroristes-là. Je crois que j'ai déjà dit il y a quelques mois, même si après la situation a radicalement changé, que pour moi c'était une affaire seulement de quelques mois. Parce que ces gens-là, s'ils n'ont pas les soutiens cachés que moi j'ai toujours soupçonnés, ça ne vaut pas pour une bouchée. Voilà, devant les forces de défense et de sécurité qu'on connaît, surtout burkinabé. D'accord. Alors, Miki, votre réaction? Alors, je crois qu'il y a lieu ici de féliciter la force de défense et de sécurité pour cette opération qui est la dernière en date. En tout cas, c'est une bonne moisson. Parce que depuis plus d'une année maintenant, quand on parle d'attaque terroriste au Burkina, on n'avait pas vu une action de nos forces de défense et de sécurité qui était à même de rassurer les populations de ce qu'elles existent et de ce qu'elles avaient pour tâche d'assurer la sécurité des Burkinabés. Voyez-vous, ça fait déjà plus d'une année qu'on a connu les attaques à Samorouban, etc., jusqu'à Nassumbu, très dernièrement. On n'avait même pas vu une seule chaussure même d'un terroriste qu'on présente au Burkinabé pour dire voilà, un terroriste a fui laisser, voilà, ce chaussure qu'on a attrapé, qu'on présente. Mais aujourd'hui, on est très content d'avoir ça comme résultat. On a vu justement cette opération qui a été menée dans la nuit du 22 au 23 mars dernier avec Aruna Diko qui a été abattu, 18 autres personnes qui ont été arrêtées. Donc c'est une moisson en tout cas qui est bonne à prendre. Alors par rapport à cela, je voudrais faire un certain nombre d'observations. La première, c'est qu'on se rappelle que le 16 mars dernier, à l'occasion de la clôture de la formation des militaires Flintlock 2017,
le chef d'état-major général des armées avait dit que l'armée burkinabé n'avait pas les moyens pour aller au front. On en a parlé sur ce plateau. Alors moi, j'étais de ceux-là qui pensaient que ce discours-là relevait de la pure stratégie militaire. Et aujourd'hui, on est fondé de croire que nos forces de défense et de sécurité ont effectivement les moyens de combattre les terroristes, d'où donc cette opération de la nuit du 22 au 23 mars 2017. Alors la deuxième observation que je voulais faire, c'est qu'on ne comprend pas exactement au cours de cette opération pourquoi l'armée burkinabé, c'est-à-dire le GFAT qui a mené l'opération, n'a pas réussi à mettre la main sur Haruna Dicko vivant, comme ils l'ont fait déjà pour les 18 autres. C'est une question que moi je me pose. Est-ce que si on avait réussi à le capturer vivant, c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste de l'armée. Est-ce qu'il était sur le lieu? Là, c'est la question qu'on se pose. On n'y était pas, mais on a constaté quand même qu'il y a 18 personnes qui ont été arrêtées vivantes. Si on avait eu Haruna Dicko vivant, peut-être cela aurait permis donc de monter la filière jusqu'à mettre la main un peu plus facilement sur le cerveau de cette bande-là qui est Malam Dicko, comme l'a dit Bama, c'est lui qui est le plus recherché. Mais quand cela ne tienne avec les 18 personnes, dont une femme qui aurait été arrêtée, je crois que c'est une piste pour en tout cas remonter vers les terroristes. Et je crois que l'armée burkinabé ici est sur la bonne voie. Et c'est le moment de multiplier les actions, d'appuyer sur l'accélérateur parce qu'il ne faut pas laisser le temps passer. Comme quelqu'un l'a dit ici, on peut redouter les représailles lorsque une telle action est menée, c'est-à-dire les terroristes peuvent revenir en force. Donc actuellement, il est lieu d'appuyer sur l'accélérateur et puis de véritablement terroriser ces terroristes-là, comme l'a dit le ministre. Alors il faut des primes, il faut des récompenses. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comme Yacinthe l'a souligné, en football, quand il y a une victoire, il y a des primes. Pourquoi pas ici qui concernent, ce sont des vies, on va supposer que ce sont des vies humaines qui ont été sauvées ainsi. Et je souscris tout à fait à cette idée que les forces qui ont mené cette opération méritent effectivement cette prime-là, parce qu'il faut quand même des primes d'encouragement. Le discours qui nous a été régulièrement servi, c'est que les militaires qui combattent sur le sol burkinabé sont très mal rémunérés. On parle de 1500 francs par jour pour ceux qui sont déployés donc, dans la partie nord du Burkina. Comparativement à ceux qui le sont dans le cadre des missions de maintien de paix de l'ONU, il n'y a pas de commune mesure. Donc je crois que cette opération, ça concerne nous autres Burkinabés, nous autres par les contributions de qui nos soldats sont payés. Donc je crois qu'ils méritent toutes les récompenses de la nation, non seulement les récompenses honorifiques, mais aussi des récompenses pécuniaires, pourquoi pas. C'est un avis partagé, Bama? Oui, non, moi je ne trouve pas à redire sur cette question. S'il y a de quoi récompenser ceux qui travaillent, il faut les récompenser. Voilà, il n'y a pas de débat. Surtout comme Mickey l'a dit, on a toujours déploré sur ce même plateau le fait que nos soldats le plus souvent végètent dans une misère indicible sur le front de combat. Et chaque fois on peut les motiver davantage pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, je ne crois pas qu'il y ait lieu de discuter. Alors les policiers pourquoi ne pas les traiter, ceux qui sont envoyés au nord comme ceux qui sont envoyés dans les missions onisiennes, sur le même taux? Oui, mais ça c'est contribue de la motivation. La communauté internationale qui paye. Il faut juste se donner les moyens. Tout est dans la volonté. Comme le dit si bien le patron de la sécurité au Burkina, il aime le dire en anglais, where there is a will, there is a way. Donc là où il y a la volonté, il y a le chemin. Si on a la volonté de véritablement équiper et motiver nos forces de défense et de sécurité dans le nord du Burkina pour qu'elles soient à même de contrer toute attaque, il faut leur donner le moyen et pourquoi pas les traiter sur le taux d'émission onusienne. Je pense que ça va même inciter, pourquoi pas, mon ami Rabo à s'enrôler dans l'armée pour pouvoir aller. Et puis ça va participer vraiment de notre... Si j'étais aussi jeune, j'allais y aller. Alors ça nous permet de rebondir sur un sujet aussi qui a fait un peu l'actualité au cours de la semaine. C'est vrai qu'il n'est pas prévu dans le plan classique, mais les policiers, vous l'avez suivi, peut-être ont fait une conférence de presse, le syndicat donc de policiers, pour dénoncer un peu les primes qui sont servies donc, lors des opérations pas de maintien de la paix, mais lors des patrouilles qui sont menées ou des convois. Ils disent que les primes qui sont servies sont nettement en deçà, en tout cas, de ce qu'ils peuvent attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, Raboui? Non, ça veut dire globalement, je ne connais pas la situation spécifique des policiers, mais globalement, et c'est ça qui est de plus en plus évoqué, il y a une injustice dans le traitement des travailleurs au Burkina. Vous voyez, voilà. Le problème, c'est ceux qui étaient les plus proches, et ça c'est un fonctionnaire qui me l'a dit, ceux qui étaient les plus proches du cercle du pouvoir pouvaient à tout moment
tirer bénéfice d'un arrêté ministériel, d'un décret, ou bien parce qu'on était proche du ministre des Finances Bembamba, ou parce qu'on était proche de François Compaoré, ou de, je ne sais pas, en tout cas, le pouvoir était organisé de sorte que tous ceux qui pouvaient être proches de lui avaient des avantages comme ça, indépendamment de sa contribution au développement du pays. Vous voyez, donc il y a une série d'injustices qui ont été créées comme ça, et je crois qui ont amené le ministre de la fonction publique à dire une fois, il y a quelques semaines seulement, est-ce qu'il ne faut pas remettre à plat tout, toutes les rémunérations, tous les salaires, et puis demander au peuple vraiment d'arbitrer. Voilà, de trancher vraiment, parce que il y en a dont les salaires sont inversement proportionnels à la contribution au développement. Et moi, je crois que ça, c'est une injustice. Donc, j'imagine que les policiers, comme les enseignants, comme les agents de santé et les médecins, sont mal rémunérés. Ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur contribution. Les policiers ont un statut particulier. Ils sont loin peut-être de ce que gagnent les autres fonctionnaires qui ne sont pas dans des corps spéciaux. J'ai dit, vous mesurez tout ça par rapport à la contribution au développement, à la construction du pays. Vous voyez, quelqu'un m'a dit, il y a des gens qui disent qu'eux, ils doivent distribuer le fonds commun parce qu'ils ont fait rentrer l'argent. Mais moi, là, à mon poste, là, vous pensez que je ne fais pas rentrer l'argent dans les caisses de l'État? Parce que je ne manipule pas l'argent, je ne fais pas rentrer l'argent? Non. Si moi, je suis un agent de santé, si je soigne un fonctionnaire et qu'il repart au travail, j'ai fait rentrer de l'argent. Parce que le fonctionnaire que j'ai remis à pied, qui va travailler là, va produire. Ou si je soigne un paysan qui repart dans son champ, il va produire. Et ça va influencer positivement le taux de croissance économique du pays. Donc, il ne faut pas que parce que je suis au trésor, je suis à la douane, je suis aux impôts, je gagne un peu plus sur mon salaire que quelqu'un qui est dans la brousse en train d'enseigner les enfants. Donc, les policiers ont raison, ils ont raison. Et j'ai vu un titre révélateur là. Il a fait 800 km pour toucher une prime de 2500 ou c'est 1500 francs. 2000 francs, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Oui. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que chacun contribue au développement du Burkina Faso. Je voudrais ajouter à ce que Rabo a dit en lui disant qu'en plus de contribuer à faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, il contribue aussi à faire en sorte, de par sa profession, que l'argent ne soit détourné. Donc chacun dans son rôle là, dans sa position, a un rôle important à jouer en ce qui concerne donc la mobilisation des ressources et tout. Mais pour le cas spécifique des policiers, voyez-vous, si vous prenez les revendications en 2011, ce qui a d'ailleurs justifié la mutinerie policière, parce que les policiers, lorsque les militaires ont commencé à tirer en 2011, ils se sont dit qu'eux aussi, ils sont victimes d'un certain nombre d'injustices. C'est ce qui a fait qu'ils ont également, ils sont rentrés dans la mutinerie. Et dans les revendications, il y avait justement cette injustice dans la répartition des primes. Alors, la plupart du cas, au niveau donc de la police, c'est que les couvertures sécuritaires qui sont demandées par des structures étatiques ou des structures privées sont des couvertures sécuritaires qui sont facturées, c'est-à-dire ce n'est pas de l'argent qu'on enlève directement dans les fonds de la police pour rémunérer. Donc c'est-à-dire le demandeur facture. Malheureusement, l'argent qui devait revenir aux policiers ne revient pas. On prend déjà des exemples, on a même des documents qui attestent là. On prend chaque policier par jour à droit à 5 000 francs CFA et au finish, le policier empoche 1 500 francs CFA. La question que l'on se pose, où va donc le reste? Voilà. Donc c'est autant d'injustices comme ça qui sont soulevées au niveau de la police. Et je crois que le syndicat, l'INAPO, le syndicat de la police, a bien fait en tout cas de mettre le pied dans les plats pour faire en sorte que ces injustices cessent. J'ai été heureux de voir le ministre d'État Simon Compaoré il y a quelques jours dire que lui-même prend l'engagement de faire en sorte que cette injustice soit réparée. Au-delà de la police, la même situation peut se observer dans certains corps, même chez les militaires, on en parle tout de suite sur ce plateau. Ils sont très mal rémunérés selon les informations qui nous parviennent. Ceux qui sont déployés dans la région du Sahel pour lutter contre les terroristes, pour nous, ce sont eux qui travaillent réellement pour nous, autres Burkinabés, parce que ceux qui sont à l'étranger pour les opérations de maintien de paix, ils ont des gros salaires, semble-t-il. C'est bon à leur profit, on n'en dira pas plus. Mais ceux qui sont là pour sécuriser nos frontières, ce sont eux que nous considérons comme vraiment des soldats burkinabés, des patriotes, et qui sont payés par l'argent du contribuable. Et on constate également que certains qui reviennent de ces missions onusiennes sont quelquefois déployés dans les régions du Sahel. Ce que vous avez gagné au Darfour, au tout, vous risquez de les perdre là, dans la région du Sahel, puisqu'il faut... c'est vraiment un sacrifice, mais on va dire quoi? Pour la situation exacte que nous vivons, il va falloir trouver en tout cas la formule pour motiver les soldats qui acceptent d'aller au nord, parce qu'il viendra un moment où, quand on va dire que quelqu'un n'a qu'à aller au nord, il est soldat, il va faire une désertion, il va démissionner, il préfère aller chercher sa vie ailleurs que d'aller risquer sa vie pour 1 500 francs par jour. D'accord. Alors oui, très rapidement. D'autant plus qu'il y a de l'argent. Il ne faut
Par contre, on brandit toujours cet argument qui veut qu'il n'y a pas l'argent. Je suivais tout à l'heure le développement du docteur, à savoir de l'Institut Free-Afrique, sur les dettes que les gens doivent à l'État, peut-être de 125 milliards, donc qui sont toujours là. Les dossiers dorment dans certains tiroirs. Donc, il faut les pourchasser. Je pense que c'est de l'argent qui donne. Pendant ce temps, rien que pour 300 millions, il y a certains médias qui ferment. Donc, pendant qu'il y a des gens qui doivent 125 milliards à l'État, cet argent pourrait être utilisé pour rehausser les primes, tout en, bien sûr, dans la chaîne, en nivelant et en notant ceux-là qui coupent quelque part, sont des coupeurs de route. Il faut sanctionner aussi. D'accord, mais on va oui, Bama, très rapidement. Moi, je veux juste noter que, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas parvenir à harmoniser de façon... Une égalité parfaite. Voilà, l'égalité parfaite, on ne pourra jamais l'atteindre. Et moi, je crois que ce qui est le plus déploré ici, c'est souvent les traitements un peu disproportionnés. Quand c'est trop criard, c'est ça qui pose problème. Puis aussi, surtout, l'affairisme qui caractérise certains secteurs, notamment ce qui concerne les FDS, la police, la gendarmerie, l'armée. Ce qui est surtout déploré là-bas, c'est le fait que dans la hiérarchie, il y a toujours des gens, ce qu'on appelle communément les coupeurs de rue qui sont là-bas, qui s'enrichissent, qui s'embourgeoisent sur le dos des petits agents là qui font le boulot sur le terrain. Et eux, ils sont assis dans leur bureau feutré. C'est eux qui prennent le plus gros de ces revenus-là et ils laissent les pauvres agents trimer sans le minimum vital pour pouvoir travailler sur le terrain. Moi, je crois que c'est ce qui est le plus déploré ici. Sinon, je ne pense pas qu'on pourra arriver à une situation où on pourra mettre tout le monde sur le même pied. Ça ne sera pas possible. Et d'ailleurs, là, ça devient notre injustice parce que, quoi qu'on dise, on n'a pas tous les mêmes, les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur le sujet de départ qui était donc l'opération, donc bon, entre griffes, l'opération menée par les forces de défense et la conférence de presse également de Simon Compaoré qui a fait le bilan alors des attaques terroristes dont le Burkina Faso a fait l'objet entre 2015 et 2016. Alors le bilan, il est assez lourd, 70 morts dans une vingtaine d'attaques, mais il précise que 70 personnes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes. Alors un mot très rapidement sur ce bilan avant qu'on ne poursuive. Oui, Bama. Non, en fait, moi, c'est ce que je disais au départ. Hein. C'est vrai, il faut communiquer, on a toujours réclamé. Mais souvent aussi, il ne faut pas oublier que, comme on le dit souvent dans le milieu de la presse, trop de communication tue la communication. Ce que moi j'ai déploré dans cette affaire-là, c'est que Simon soit allé dans trop de détails dans cette histoire de bilan-là, surtout dans un milieu où il est question d'enquête, souvent, il y a des détails dont on n'a pas besoin, dont nous autres, citoyens lambda, n'avons pas besoin pour pouvoir vivre. Et moi, j'ai bien peur que Simon se laisse aller dans une certaine communication, tout simplement parce que depuis un certain temps, on a toujours tiré à boulet rouge sur le pouvoir, on ne voit rien n'est fait et tout ça. Et pour pouvoir donner l'impression qu'on travaille, on se laisse aller à un certain nombre de détails qui n'en valent pas la peine. Sinon, on est tous d'accord que c'est bon de communiquer souvent. Mais quand je regarde certains détails que Simon a livrés lors de sa conférence de presse, il pense qu'on n'avait pas Vous pensez besoin. à quoi exactement quand vous parlez des détails? Quand il va jusqu'à dire comment les gens ont transporté du matériel de Bamako au Burkina et ce que les forces de l'ordre ont entrepris comme démarche et tout ça pour pouvoir mettre... Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de donner tout ça. Hein? On sait que les forces de l'ordre, ils font du travail, mais... Surtout dans le milieu de la sécurité, le secret est souvent important aussi, je pense. On n'a pas besoin de tout déballer devant l'opinion publique. Ok, alors, oui. Je pense que Bama a parfaitement raison. Surtout que sur ce plan, je trouve que la sortie, on est habitué maintenant aux sorties du patron de la sécurité, mais cette sortie précisément, je trouve qu'elle est symptomatique de tout le problème de communication autour des attaques. C'est-à-dire que, elle est faite trop en retard, et 2, on y donne trop d'éléments. Simplement, au-delà de la conférence de presse, aujourd'hui, je touche du bois, mais si vous avez un incident, pour ne pas dire une attaque quelque part, que vous voulez une information du côté du gouvernement, vous avez au minimum 24 heures pour avoir une réponse, une confirmation, une information. Ça, c'est la réalité des médias aujourd'hui face à la communication du gouvernement sur les attaques. Mais, toujours est-il qu'on reviendra une semaine, un mois après, pour sortir, pour donner trop de détails. Simplement, l'information, la confirmation et l'information n'y figurait pas. Et je pense que cela aussi participe
à augmenter cette psychose-là, quelque part. Parce que plus on donne des détails, et les gens se rendent compte, moi-même personnellement, en écoutant par exemple les détails des enquêtes sur Ouagadougou, ils ont séjourné pendant 5 jours à Ouagadougou. Imagine dans le quartier quelqu'un qui est avec toi, qui boit le café, comme on le disait, avec toi au kiosque du coin, qui est en fait un terroriste. Donc ça participe de cette psychose-là. Ouais. Et sans le savoir, nous faisons le jeu des terroristes. Parce que où on en est aujourd'hui? Simplement, ça aussi, moi je voulais venir enturbané aujourd'hui sur ce plateau, je ne serais pas arrivé. Simplement pour la simple raison qu'il y a cette psychose-là de personnes enturbanées, que là on a eu le cas tout de suite après la conférence de presse de Simon au niveau des grands marchés. Et on contribue à faire, parce que le cherche d'une manière générale laisse une identité des Touaregs. Ça ne va pas changer. Ça a commencé avant les terroristes, ça va continuer après les terroristes. Donc ils ne vont pas changer ça parce qu'il y a cette stigmatisation-là. Mais plus on va identifier toutes les personnes enturbanées comme étant des terroristes, plus on va faire le jeu des terroristes, parce que c'est simple. Ils n'auront plus qu'à dire à leurs frères, bon, vous avez vu, de l'autre côté, on vous repousse, venez avec nous. Et progressivement, ils vont réussir à convaincre plus de gens, et on fait le jeu nous-mêmes de ceux-là qu'on combat, parce qu'on communique trop, on crée cette psychose-là autour de certains éléments descriptifs donc, des personnes qui attaquent, et on revient, c'est le serpent qui se mord la queue. D'accord, oui, Paul. Moi, je crois qu'il faut faire l'effort de comprendre le ministre d'État Simon Compaoré, parce que c'est un homme politique. C'est de la publicité politique qu'il fait. Lorsqu'il prend la parole, il est toujours prêt à dire que le gouvernement dont il relève travaille réellement, contrairement à ce qu'une certaine opinion pourrait penser. Donc, il est ici dans son rôle de montrer au Burkinabé que le gouvernement travaille. Mais à côté de cela également, je crois qu'il y a une somme d'informations que nous autres journalistes avons obtenues, en tout cas de cette conférence de presse, qui montre effectivement que les dossiers avancent. Parce que vous savez qu'au niveau de l'instruction de certains dossiers, on n'a pas très souvent d'informations. Si vous prenez le cas des attentats du 15 janvier 2016, on n'avait pas beaucoup d'informations jusqu'à cette conférence de presse où on nous a fait savoir en tout cas que l'enquête a évolué et que bon, on connaît un peu l'itinéraire des terroristes qui sont venus attaquer Kwame Nkrumah le 15 janvier, etc. Donc pour moi, ce n'est pas suffisamment grave lorsqu'on a cette information. Mais à côté de ça également, il faut faire attention, comme l'ont dit certains, trop de communication, effectivement, ça peut tuer la communication, surtout quand on est à une situation où l'enquête n'est pas totalement bouclée et on peut imaginer que les investigations se poursuivent, et on est également dans une dynamique où on n'est pas à l'abri d'autres attaques. Donc il va falloir être beaucoup plus prudent en termes de communication. Il faut peut-être demander l'avis des spécialistes en la matière pour voir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Mais une conférence de presse fleuve au cours de laquelle le ministre d'État Simon Compaoré s'est défoule parce qu'il n'avait pas eu cette occasion de par le passé. Rappelez-vous, il y a eu un moment où il y a eu des attaques successives sans que le gouvernement ne puisse dire un mot. On était même entre-temps habitué plutôt aux condoléances, aux décorations en titre posthume et tout. Donc je crois que c'est là l'occasion de montrer au Burkinabé que le gouvernement travaille, et il en a profité en tout cas pour se faire une certaine santé politique. Mais oui, c'est ce que je dis. On aurait pu avoir un communiqué pour avoir un contenu bien filtré, pour ne pas jeter le trouble dans l'opinion et puis ne pas créer également la psychose dont parlait Hassan. D'accord, Rabo. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, les journalistes demandent de ne pas leur donner des informations. Donc c'est intéressant. C'est ce que Yacine Telagibama demande. Oui, c'est ce que vous dites. Hein. Vous dites qu'il ne faut pas donner beaucoup. C'est deux choses carrément différentes. Dans cette conférence de presse, comme il a expliqué, nous avons des éléments. Et malheureusement, peut-être que nous avons plus d'éléments même que le patron de la sécurité. Mais tant que ce n'est pas de source officielle, votre traitement n'est pas aussi sûr que ça. Qu'est-ce que tu appelles source officielle tant que tu as recoupé dans oui. Non, mais votre recoupement, là, c'est à partir de quelles sources? Si c'est des sources officieuses, vous avez toujours le doute. Oui, mais dès lors que c'est des sources officielles... C'est ce que j'ai déploré sur le plan de la communication officielle. Oui. Tu n'auras toujours pas cette information, cette confirmation à temps du côté officiel, mais tu as des sources sur le terrain, des personnes plus ou moins témoins ou des autorités des différentes localités qui te donnent des informations. Mais toujours est-il que ce n'est pas pour autant qu'on dit que dans la conférence de presse, il y a eu trop d'informations pour nous, les journalistes. Nous, on sait ce qu'on a comme information, et même ce qu'on peut-être on enlève, on ne dit pas. Dans ce qu'on ne dit pas. On a nos informations, nous. Mais ce qui est là, c'est ce qui est créé à travers cette sortie médiatique. C'est ça le problème. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on laisse Rabo. Non, moi j'ai gagné en sérénité. Je me souviens que le président, après les attentats du 15 janvier, a prévenu ses concitoyens. Il a dit on doit vivre désormais avec à l'esprit que les terroristes sont à côté.
et qui vivent avec nous. Je crois qu'il ne faut pas tromper les gens. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils sont à l'abri du terrorisme ou des terroristes, qui ne côtoient pas les terroristes, alors que c'est le cas. Moi, je crois que tant qu'il y a des informations à donner, il faut les donner. Et je crois que le ministre de la Sécurité, Miki l'a rappelé, il est politique, il a fait beaucoup d'efforts le vendredi dernier. C'est le constat que moi j'ai fait. Parce que sur beaucoup de questions, il a botté en touche. On lui a demandé, j'ai réécouté ses réponses aux questions hier nuit. On lui a demandé, qu'est-ce que vous faites pour que les fonctionnaires reviennent dans le Sahel? Il a dit, je ne vais pas vous dire, sinon vous risquez de me traiter pas, il a dit le mot quoi, de bête. On lui a demandé quelle coupe budgétaire vous avez faite pour renforcer le budget sécuritaire. Il a dit, mais je ne vous le dirai pas. Voilà, on lui a demandé, qu'est-ce que vous faites au niveau des camps de réfugiés qui sont désormais soupçonnés de cacher des terroristes? Il a dit, mais nous travaillons prudemment avec l'UNHCR qui s'occupe des réfugiés et la CONAREF pour trouver une solution à ça. Donc, sur beaucoup de questions, il a marché vraiment sur des œufs. Et je pense que pour l'homme politique que moi je connais, l'opération du 22 au 23, il n'a pas dit grand-chose. Parce que, bon, pour qui connaît l'homme, ce n'est pas dans ses habitudes. Et je crois qu'il a été beaucoup encadré, recadré, comme un corps-le-héros, pour sortir vraiment dans sa conférence de presse. Donc, je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il y a le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie qui a donné beaucoup de détails sur les enquêtes liées aux différents attentats, Samorogouan, Tambao, Ouagadougou, etc. Ça, c'était très détaillé, mais je crois que ça doit être quand même dans les limites de ce qui est public. Voilà, parce que si certaines informations ne sont pas données, que les gens ont caché leurs armes dans un pneu de voiture pour venir à Ouagadougou attaquer le Cappuccino, mais si vous ne dites pas ça au peuple, le peuple ne va pas vous aider dans la lutte antiterroriste. Il faut que le peuple sache à peu près comment les terroristes opèrent. Il ne faut pas que les gens... On est dans un nouveau monde où on ne peut pas vivre comme avant. Si les terroristes nous attaquent là, il faut qu'on ait une idée de comment ils font. Parce que moi, je n'avais jusqu'à présent aucune idée. Comment ils cachent les armes? Il y en a qui m'avaient dit non, il peut mettre ça dans un deuxième réservoir de la voiture. C'est ce qui a été fait pour Grand Bassam. Vous voyez. Maintenant, on nous dit que ça peut être des pneus. Mais il faut qu'on partage l'information. Moi, je crois qu'il faut demander des informations. S'ils ne nous donnent pas... On va désormais fouiller même les pneus secours. Non, il faut qu'on fouille. Maintenant, ce que je dis, en même temps pour revenir sur ce que vous avez dit. Si on ne donne pas l'information, ça crée la psychose. Si on la donne trop aussi, ça crée la psychose. Donc, il faut qu'elle soit vraiment dans le juste milieu. Alors, et ça, ce n'est pas évident. Pour n'importe qui, ce n'est pas évident. C'est là qu'on se rejoint. En fait, oui, je voudrais ajouter, je crois que Rabo a tout dit impossible comparé. Effectivement, il a pris un peu de gants lors de cette conférence de presse. Mais il faut reconnaître également qu'il y a eu quand même quelques dérives dans la communication lorsqu'il va, pour dire, par exemple, affirmer de façon péremptoire que le régime passé avait signé des pactes de non-agression avec des terroristes. Alors, moi, je me suis posé un certain nombre de questions. Le régime passé, c'est qui? Voilà, c'est qui? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire l'économie de cette information? Parce que, bon, si c'est vrai, c'est que certainement lui-même, en tant qu'acteur du régime passé, il était certainement au courant de ce pacte-là qui avait été signé. Et puis, pourquoi pas ne pas signer le même pacte pour que les Burkinabés puissent vivre? Mais si c'est ça, moi, je crois qu'on doit être content que Simon Compaoré nous donne des informations sur le secret de comment eux, ils travaillent avec Blaise Compaoré. Et ce n'est pas la première fois. Il a dit une fois que eux, ils avaient fait un deal pour passer par le Sénat pour modifier l'article 37. Mais il faut que le peuple burkinabé soit informé sur ceux qui nous dirigent, non? Et c'est eux-mêmes qui nous donnent les informations. C'est bon. Donc le jour où on va retourner ça contre eux, ça va être vraiment dans la juste mesure. Puisque ce sont eux qui nous informent au fur et à mesure. Oui, là, je crois qu'on se comprend très bien. Hein. On dit tous la même chose. Contrairement à ce que Rabo a compris dans mon propos, je ne dis pas de ne plus donner l'information. Je dis oui, il faut bien communiquer. Mais je dis non à la communication qui peut faire que des enquêtes ne vont pas aboutir. Voilà tout ce que je dis. Sinon, tant que c'est fait dans les limites, si Rabo me rassure que tout ce qui est dit, ça ne va pas attraper une enquête, c'est la bonne mesure. C'est pas à moi de te rassurer. D'accord. Alors, on va évoluer et puis parler d'un autre sujet qui a marqué aussi l'actualité au cours de la semaine. Il s'agit du combat mené entre l'UPC et
le MPP à travers des médias interposés sur la gestion de la mairie centrale de Ouagadougou. Alors selon l'UPC, le principal parti d'opposition, la mairie de Ouagadougou est mal gérée. Les fonds qui sont alloués donc pour les personnes indigentes, pour le social en gros, et donc pour les jeunes et les femmes aussi sont assez minimes et ne représentent rien des 25 milliards, je pense, du budget global de la mairie. Selon le maire et le MPP, le groupe municipal MPP, c'est faux. Alors comment vous avez donc analysé ce combat entre ces deux partis? Et bon, Paul Miki. Alors moi j'aime bien ce combat de coq entre les deux gros partis là. En tout cas j'ai bien apprécié ce combat là, je suis très content parce que ça participe également de la redevabilité. L'opinion aujourd'hui c'est exactement qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la mairie. Mais lorsque le groupe municipal UPC a fait sa conférence de presse, ils ont expliqué clairement que le budget de 25 milliards de francs CFA pour 2017 qui a été adopté au niveau du conseil municipal de Ouagadougou a été mal reparti. Selon l'UPC, en tout cas la répartition n'est pas ça. Mais lorsqu'on écoute également le groupe municipal MPP et principalement le maire Armand Bewende, il dit clairement que le budget a été adopté en présence de tous les conseillers, compris ceux de l'UPC, qui ont même acclamé l'adoption du budget. Donc lui ne comprend pas pourquoi. Oui, adopté par acclamation. Acclamation par tous les conseillers, compris ceux de l'UPC. Lui ne comprend pas pourquoi après, on fait un bilan et puis on dit que le budget était mal reparti. Il aurait voulu, semble-t-il, que les contestations s'effacent au niveau donc, de la session qui a adopté le budget. Mais je dis à M. le maire, là, nous sommes en politique, l'UPC a tout à fait raison, ce sont des coups bas comme ça que l'on se joue. Il ne doit pas être étonné, étant donné que lui-même est un homme politique. La politique, c'est le milieu de manque de logique, il n'y a pas de raisonnement possible. Chacun tire la couverture de son côté du mieux qu'il peut et on peut comprendre le comportement de l'UPC, des conseils municipaux de l'UPC dans ça. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on a un certain nombre d'informations. L'UPC a parlé, le MPP a parlé, il n'appartient pas à nous autres journalistes de trancher, de dire qui a raison et qui n'a pas raison, puisque nous ne sommes pas juges. Il appartient effectivement à l'opinion de savoir où se trouve la vérité par rapport à cette situation, parce que chacun des camps a eu l'occasion d'argumenter sa position. Lorsque le MPP dit également qu'on est en campagne électorale pour l'UPC, puisque vous savez certainement qu'il y a reprise des élections dans quelques semaines, et Ouagadougou est concerné à travers l'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou. Donc c'est une sorte de campagne électorale qui a commencé. Dans tous les cas, c'est le milieu politique. Nous, on est habitués à ça. Il n'y a pas de raisonnement qui tienne, il n'y a pas de logique. On fait avec. D'accord, oui. Il y a quand même une logique. Je pense qu'on est bien dans la campagne municipale pour les élections partielles et complémentaires de mai, qui a déjà commencé. L'UPC a donné la première salve. Et je pense que si on en reste là pour l'instant, l'UPC mène le jeu par 2-1. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à donc attaquer sur un point qui est très sensible, la gestion des ressources donc, de la mairie. Ensuite, ils ont touché des points dans la communication qui, pour moi, sont essentiels. Lorsqu'on sort la phrase que le maire a dépensé 100 millions de francs pour danser du Zoblazo, effectivement, dans l'imaginaire populaire, on se rappelle des pas de danse du maire. Donc, il y a déjà cet effet qui a été, malheureusement, dans la sortie maintenant du MPP, dans la réponse du MPP, je trouve qu'il y a eu quelques incohérences entre le maire et le groupe municipal MPP, notamment sur cette question des 100 millions où le maire dit que finalement la mairie n'a enlevé que 10%, n'a contribué qu'à 10% et les sponsors à 90%. Et le groupe municipal nous dit que c'est à 50% que la mairie a contribué. Donc il y a autant d'incohérences qui font que les gens ont tendance à plus croire les premiers qui ont été les premiers à tirer. Mais je pense que, comme l'a dit Paul Mikiramba, peut-être l'ASE, en tout temps opportun, pourront nous dire qui avait raison, qui avait tort. Mais dans le cadre de la campagne, on est déjà dans le match. Le match allait est déjà perdu, on attend le match retour. D'accord, oui. Bama. C'est vrai. Moi, finalement, au début, quand l'UPC a commencé, moi, je me frottais les mains. Je dis, voilà, on était en train d'embrasser une bonne façon de faire la politique maintenant au Burkina avec une nouvelle façon de communiquer. Mais à la fin, j'avoue que je suis finalement déçu de cet exercice-là parce que quand j'ai écouté finalement le MPP aussi, quand ils sont sortis, finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça. Hein. Finalement, on nous a désinformés, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Hein. Qui a raison? Ouais, qui a raison, qui a tort. Et je me dis finalement, c'est à nous autres journalistes qui revient maintenant le boulot. Hein. C'est à nous d'aller creuser parce que quand j'écoute les deux parties, finalement, je ne sais pas qui dit la vérité, qui dit vrai dans tout ça. L'UPC dit non, qu'on a adopté un budget sans eux, pratiquement. Oui. Alors qu'on vient
prouvé que non, ils étaient là, ils ont même ovationné, tout ça. Finalement, où c'est toute la vérité? On lui dit qu'il y a eu 100 millions qui ont été dépensés. Non, on dit non, c'est pas 100 millions, non, c'est 50 millions. Non, c'est même pas 50 millions, c'est 10% des 100 millions. Où c'est toute la vérité finalement? Donc, on nous a embrouillés pour rien. Chers confrères, on a du travail à faire du côté de la mairie. Et on dit que c'était une ancienne pratique, il faut le relever. Oui, pour les fêtes de fin d'année. Ouais. Bon, Rabo, oui. sur cette affaire-là, moi je suis d'accord pour que l'UPC en tant que groupe d'opposition titille de temps en temps le pouvoir et même bien souvent, mais je crois que les arguments doivent être mieux choisis. Parce que quelquefois, pour moi, il y a des arguments qui sont trop légers, qui me paraissent trop légers. Je prends des exemples. Le fait qu'on a consacré seulement une centaine de millions à l'emploi des jeunes. Voilà. Je crois que quand j'ai réécouté la réaction du maire, j'ai compris que un peu les gens de l'UPC ont joué juste pour critiquer pour critiquer. Ils ont évoqué le fait que dans les arrondissements, il n'y a que 15 millions pour les investissements. Bon, et puis le maire a rétorqué en demandant, mais les investissements qui sont prévus au niveau global, là, c'est où ça va se réaliser concrètement, si ce n'est pas dans les 12 arrondissements. Voilà. Vous voyez? Donc il y a des arguments, je crois, qu'on a alignés comme ça, parce qu'on voulait critiquer le maire. Voilà. Je crois qu'il faut trouver de meilleurs arguments. Parce que moi-même, franchement, depuis que M. Armand Bewende est maire de Ouagadougou, je ne me retrouve pas. Je lui ai demandé au moins 2 interviews, il n'a pas accordé. Je voulais lui demander quelle est sa vision, quel est son programme. Parce qu'en campagne électorale déjà, Nathanaël Ouedraogo, candidat de l'UPC à la mairie, donc comme maire, avait déjà un programme. Je ne peux pas comprendre qu'un maire élu MPP, sur la base d'un programme qui peut être décliné du programme présidentiel, ne présente aucune vision. Je ne peux pas comprendre qu'un maire MPP qui succède, bien entendu à quelques exceptions près, à Simon Compaoré, soit aussi effacé. Donc franchement, moi-même, j'ai beaucoup de reproches à faire à l'actuel maire, même si je n'ai pas pris le temps de fouiller dans les arguments. Donc l'UPC avait de la matière pour aller à l'offensive. Mais si on ressort avec des arguments un peu trop légers, en disant que nous, nos maires, ont fait des visites dans les CSPS, ils ont fait quoi. Non, moi je crois que ce que l'UPC doit pointer du doigt, et moi c'est ce que j'ai déjà relevé, c'est qu'il y a un problème dans la loi qui organise les communes à statut particulier, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Ça veut dire que vous ne savez pas à quoi servent les maires d'arrondissement. Ils sont totalement inutiles. Ils sont ordonnateurs délégués. Ils ont dit qu'ils sont réduits à la signature des actes. Je suis en train de vous dire, ils sont ordonnateurs délégués de budget. C'est-à-dire un maire d'arrondissement ne peut pas se lever comme ça, régler un problème dans son arrondissement, parce qu'il n'a pas les moyens pour ça. Le budget qu'on lui donne, c'est le budget de fonctionnement pour acheter de l'encre et du carburant. Et ça fait 56 millions. Voilà, et à peu près 15 millions pour investir. Ouais. Moi, j'ai vu le maire de l'arrondissement 9, Albert Bamogo, parce qu'il avait fait des promesses à ses électeurs, aller taper à la porte des opérateurs économiques, comme Djibi Kanazoué, pour qu'il lui trouve des tracteurs pour ouvrir des voies dans son quartier. Et c'est sur la base de ça qu'il va faire son bilan. Ça veut dire que s'il s'attend à ce que le maire de Ouagadougou lui fasse quelques routes, il ne pourra pas faire face à ses électeurs. Vous voyez? Donc je crois que c'est dans la loi qu'il faut régler ça. Il faut faire en sorte que le maire d'arrondissement ait plus de pouvoir, qu'il existe vraiment, parce qu'il a pris des engagements avec des électeurs, et qu'il ait les moyens de travailler. Il ne faut pas que tu te fasses élire, et puis tu es là, tu comptes sur ton grand frère, sur ton ami. Non, c'est une affaire publique. Ce n'est pas une affaire de copinage. Comptait également sur les lotissements. Voilà. Non, c'est pour ça que les gens utilisaient les lotissements pour exister. Parce qu'on ne vous donne aucun choix de travailler vraiment. Donc vous êtes là, vous faites du bruit. Moi, je crois qu'il faut les supprimer si ça doit continuer comme ça. C'était des cavernes d'Ali Baba aussi. Alors, je voudrais dire que Rabo a dit, Armand Bewende, il est un peu effacé. Lui-même le reconnaît à demi-mot lorsqu'il dit que ce n'est pas facile de succéder à un maire qui a fait 17 ans. Voilà. Mais oui, il avait promis, mais on ne le sent pas du tout. Ça pourrait être un argument de taille que l'UPC aurait pu utiliser, en tout cas, pour mieux convaincre. Parce que le maire, en dehors de cette histoire des oblasos ou de parrainage de certaines cérémonies, on ne le sent pas trop. Et je crois que, voilà, on ne le sent pas trop. Et je crois que, bon, il faut qu'il montre sa marque maintenant, parce que ça fait déjà une année qu'il est à la tête de la commune de Ouagadougou. Il faut vraiment qu'il agisse, quoi. D'accord. Alors, on va évoluer parce qu'on est pris par le temps. On va parler de la grève de 5 jours des agents des impôts et des domaines. Une grève qui a commencé le 20 et qui s'est achevée
avant-hier, le 24 mars. Alors, le motif principal, selon le syndicat, c'est la non-satisfaction de la plateforme revendicative et surtout l'absence de la volonté du gouvernement de résoudre leurs problèmes. Alors, les impôts, on le sait, sont un maillon essentiel dans la mobilisation des ressources pour le budget de l'État. Nous parlons de PNDS, plus de 63%, donc des fonds du PNDS doivent être mobilisés de façon interne, à l'interne, si on peut le dire ainsi. Alors, dans ce contexte, comment vous percevez ces grèves à répétition et chez les financiers, et aussi ils sont des financiers, les agents des impôts. Alors, quelle analyse vous faites de ces grèves? Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la grève de 5 jours que vient d'achever le SNED? Oui, Bama. C'est une grève, certainement, j'imagine, qui a dû faire beaucoup de mal à notre économie. 5 jours de grève au niveau des impôts. Attendons peut-être le bilan. J'espère qu'on aura un bilan de ce qu'on aura perdu à travers cette grève-là, mais moi, j'imagine que ce n'est pas petit. Et c'est dommage aussi que chaque fois, c'est les mêmes arguments, tous les syndicats, c'est les mêmes arguments. C'est-à-dire que quand on prenait, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau du SINAFI, c'est le même refrain qui revient, manque de dialogue, refus de satisfaction de nos revendications. Alors, finalement, qui joue pas son rôle dans cette affaire? Est-ce que c'est le gouvernement qui refuse de s'assumer? Est-ce que c'est des syndicats qui en font un peu trop? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on trouve une solution définitive à ces grèves qui n'en finissent pas dans ce pays depuis un moment. Si c'est le gouvernement, il faut qu'il s'assume pleinement et qu'il fasse face à ces revendications qui sont posées. Et au cas où ce n'est pas juste aussi qu'on puisse nous dire exactement ce qu'il y a pour que le citoyen puisse comprendre ce qui se passe. Parce que continuer dans cette dynamique-là, vraiment, je pense qu'on perd beaucoup. D'accord, oui, Hyacinthe. Je pense que, en fait, tout ça, c'est la résultante du mouta-mouta qu'il y a autour de la gestion de la fronde sociale au Burkina. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression qu'il y a des super syndicats. Quand c'est eux, tout de suite, leur affaire est réglée. Avant même que les mots d'ordre soient mis à... Ils vous font un communiqué pour dire qu'ils ont levé le mot d'ordre parce qu'ils ont eu un terrain d'attente. Mais on a certains syndicats, par exemple pour le cas du SNED, qui a d'abord levé leur grève en décembre suite à l'attaque de Nassumbu par solidarité à l'État. Donc les revendications sur la table de l'État depuis décembre. Ensuite, ils ont déposé les mots d'ordre de grève le 28 février. Jusqu'à là, rien ne leur a été proposé comme réponse concrète à leur doléance. Je pense qu'il y a quand même une certaine responsabilité qu'il faut dans ce domaine. On a eu le cas aussi du SINCHA, qui a fait cette fameuse grève sans service minimum, qui a fait débat, mais plusieurs mois après, on s'est rendu compte que rien n'a été fait pour améliorer les conditions de vie. Ils ont été obligés de reconduire une nouvelle grève pour être reçus, et en une journée de travail, ils ont pratiquement travaillé de 15h à minuit avec leur ministre de tutelle pour pouvoir avoir gain de cause. Donc je pense qu'il y a quand même cette gestion-là des différentes fronts sociaux qui font que ça ne va pas s'arrêter, parce que plus il y a un syndicat, par exemple le SINAFI, qui lance un mot de grève, et comme par hasard, la veille, lève son mot de grève, soit disant qu'ils ont eu gain de cause, des promesses conséquentes. Et il y a des syndicats qui n'ont aucune promesse, qui sont obligés de tenir leur grève pendant une semaine, 5 jours, du 20 au 24. Donc il y a quand même une gestion qui est faite, une gestion mouta-mouta pour emprunter le thème de l'autre. Et donc ça ne va pas s'arrêter, parce qu'on a eu le fameux, dès le péché originel, c'était le cas des magistrats. On a eu ce cas, on pensait qu'avec le temps, on aurait une meilleure gestion des différentes crises, donc des différentes plateformes revendicatives des syndicats, mais on se rend compte que non, il y a toujours des super syndicats au Burkina. Quand c'est eux, c'est rapidement réglé. Quand c'est les autres, on préfère les laisser même aller gréver. Et après, maintenant, on monte l'opinion publique contre eux en disant, voilà, on a perdu tant de milliards, alors qu'on aurait pu éviter... Mais justement, lors de la conférence de presse du SNED, ils ont également dit qu'ils sont qualifiés, c'est leur terme, d'enfants gâtés, donc par le camp d'en face, parce que beaucoup de gens pensent, je ne sais pas si c'est la vérité, en tout cas que les agents des impôts font partie des fonctionnaires, en tout cas du Burkina, les mieux payés, avec des primes et des indices qui sont assez intéressants, et également le fonds commun qui
leur profitent. Oui, Paul Nuki. En tout cas, c'est ce qui se dit dans l'opinion. Ils font partie des enfants gâtés de la fonction publique burkinabé. Alors, il appartient à eux de prouver le contraire parce que jusqu'à preuve du contraire, justement, on parle beaucoup plus de ce fonds commun qui a d'ailleurs une connotation impopulaire de mon point de vue. Mais moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il y a trop de grèves au Burkina, surtout dans la fonction publique qui, comme on l'a dit la semaine dernière, ne représente qu'à peu près 1% des travailleurs burkinabés. On entend il y a trop de bruit à ce niveau. Mais en même temps, surtout particulièrement dans le cadre du ministère des Finances, les syndicats des Finances, ils font parler beaucoup d'eux ces temps-ci. Mais en même temps, je crois que le gouvernement a tort d'avoir fait des promesses qu'il ne tient pas. Voilà, lorsqu'on écoute les responsables syndicaux, tous les discours tournent autour des promesses tenues par le gouvernement, des promesses faites par le gouvernement qui ne sont pas tenues après. Alors, il ne sert à rien, de mon point de vue, de promettre quelque chose à quelqu'un juste pour calmer la situation au temps présent, quitte à ce que le même problème revienne après. Lorsque le délai arrive, on se rend compte qu'on n'a pas bougé d'un iota. En ce moment, on n'a pas un gouvernement suffisamment responsable parce qu'il faut quand même avoir la parole donnée. Moi, j'aurais été content de voir que le gouvernement, face à certaines situations, qu'il tienne un langage de vérité avec les responsables syndicaux. Si c'est possible qu'on le dise, si ce n'est pas possible qu'on le dise également. Donc c'est ça qui envoie les problèmes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ne pas donner raison à un syndicat qui dit que le gouvernement avait promis tant, on avait signé tel protocole avec signature du ministre des Finances, ministre de la fonction publique, etc. Et aujourd'hui, le délai est arrivé, on ne voit rien venir. Donc ça fait que le syndicat ressort avec des arguments solides pour justifier ces arrêts de travail. Donc je crois que désormais, il va falloir avoir ce langage de vérité. C'est pour ça même d'ailleurs je souscris un peu à la proposition qui avait été faite par le ministre de la fonction publique. Est-ce qu'il ne faut pas mettre à plat tous les systèmes de paiement des fonctionnaires pour les soumettre à l'arbitrage du public qui est en réalité l'employeur des fonctionnaires pour qu'on sache qui gagne quoi. Et puis on met fin à certaines inégalités parce que comme l'a dit Hyacinthe, effectivement il y a des super syndicats ici, quand ils sortent ils sont tous satisfaits et ce sont ces injustices-là qui envoient les autres à mener la pression jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Parce que si mon voisin a lutté qu'il a eu gain de cause, il n'y a pas de raison que moi, j'accepte ma situation et que je ne me batte pas. Voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Ok, Rabo. Il y a tellement de choses à dire sur cette question. Une fois, Dacier de Bendouté m'a dit qu'il ne comprend pas où se trouve l'intelligence des Burkinabés. Je crois que c'était au temps fort de la crise née des grèves successives des magistrats là. Bon, je n'aime pas en parler, je ne veux plus en parler. Mais il disait, vous paraissez être le miroir un peu de la justice. Et puis, après vous, c'était les GSP, les gars de sécurité pénitentiaire. Après, c'était les greffiers. Il ne comprend pas que dans un même secteur, les gens aillent négocier isolément. Oui. Voilà. Regardez au ministère des Finances. Bon, les financiers viennent de finir, les impôts ont commencé, il ne nous reste plus que le trésor et la douane. Donc, le ministère sera paralysé le reste de l'année. Voilà, en tout cas, si on continue dans ce sens-là. C'est la même chose après, peut-être dans la presse. Les journalistes vont négocier, après les photographes vont aller négocier, après les cadreurs, les monteurs vont aller négocier. C'est ça le problème. Vous voyez, moi je trouve que ce n'est pas une démarche intelligente. Voilà, dans un pays où on veut progresser. C'est des syndicats différents. Oui, mais animés par des hommes qui sont intelligents, non? Ils n'ont qu'à créer des coordinations pour aller ensemble. Comme ça, on peut bloquer le travail une fois, mais dès lors que la situation est décrispée, c'est pour de bon. On produit pour ajouter des richesses. Parce que, à fonctionner comme ça, je me demande si les gens pensent que l'argent là est quelque part. En tout cas, il faut que les gens me le montrent. Selon le syndicat, en tout cas, il y a l'argent dans ce pays. Moi, si j'étais dans ce syndicat, j'ai dit on fait deux textes, ou on fait deux propositions à la ministre, Rosine Sori Coulibaly, qui apparemment n'écoute plus les gens tellement elle doit être débordée. PNDS. On fait deux. C'est-à-dire il y a notre plateforme revendicative et il y a un mécanisme opérationnel pour faire entrer l'argent qui dort dehors là. Et on va avec les deux revendications là à la table de négociation. Et on dit à la ministre, il y a une commission d'enquête parlementaire qui a fait une enquête très intéressante sur la fraude fiscale et les impayés. On sait qui sont ceux qui sont épinglés. Ils ne payent pas, ils doivent des milliards à l'État. Nous, on vous propose un mécanisme pour recouvrer ça, dans tel délai. Et en même temps, puisqu'on va faire l'effort de faire entrer l'argent, vous allez satisfaire à nos revendications. Moi, je crois que ça, c'est plus patriotique que d'aller dire donnez-nous l'argent. Et débrouillez-vous pour aller voir vos opérateurs économiques, qui sont vos amis politiques, là, pour qu'ils nous donnent l'argent. Mais justement, ce n'est pas cette accointance politique-là qui fait que les choses ne bougent pas. Mais moi, je suis en train de vous dire, si moi j'étais fonctionnaire, j'allais obliger l'homme politique, là, à dire à son ami de payer ce qu'il doit au peuple. Ouais.
Il faut le faire. En lui proposant un mécanisme opérationnel. C'est-à-dire, sur 3 mois, on fait le redressement fiscal, il paye. Sinon, on fait disparaître sa société. Et si le syndicat dit ça devant le ministre est coincé. Si c'est son ami qui a financé sa campagne, c'est son problème. C'est son problème. Sinon, nous, on dit ça au peuple. En conférence de presse, on a proposé un mécanisme pour rentabiliser l'argent. Le CNT a fait un travail formidable. Et eux-mêmes, ils disent ça. Donc, il y a l'argent pour leur donner. Mais c'est vous, non, qui faites le recouvrement, non? Quel effort vous faites pour faire rentrer? Justement, il y a le travail quotidien, le travail quotidien, il y a les points portent sur le travail quotidien. Toi, tu parles de 2 points à ajouter au travail quotidien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, notamment, ils ont parlé de dotation en carburant, pour le travail quotidien. Quelqu'un qui n'a pas les moyens de déplacement pour sortir, pour aller déjà prendre les impôts légaux, tu veux qu'il sorte comment? Pour aller prendre des dettes. Je n'ai pas dit de sortir, j'ai dit vous dites au ministre, vous nous donnez le carburant, là, nous on vous amène. Mais simplement, le ministre peut faire le travail concret. C'est-à-dire, donne-lui le carburant et puis tu lui dis, OK, tu gères les 2 dossiers en même temps. C'est aussi simple que ça. En amont, il peut gérer les 2. Oui, Je crois que le ministre n'a pas à attendre ce canevas dont Rabo parle. Le travail de CNT est assez clair, assez net. Mais depuis que vous parlez là, est-ce qu'on nous a ramené l'argent? Notre argent. C'est ce qu'on déploie justement. Non, je parle des politiques. Depuis que nous on parle, on dit que le CNT a révélé qu'on a de l'argent qui dort. Qu'est-ce que les politiques ont fait pour ramener l'argent? Et s'ils ne le font pas, qu'est-ce que nous on fait après? On pousse plus. Je pense que c'est ce que nous on déploie aujourd'hui, c'est ce que le syndicat fait. Mais Bama ne t'arrête pas au discours. Pousse les syndicats là à pousser les gouvernants. Je ne pense pas que ce que le syndicat fait, c'est juste un discours. Si, moi je crois qu'ils sont dans le discours. Moi je crois qu'ils sont dans le discours. Il y a une stratégie. Non. Donc tu ne peux pas vouloir qu'ils commencent tout de suite par un point. Ils ont une stratégie syndicale. Moi je n'en vois pas. Tu verras bien dans le prochain jour. Tu n'as pas bien de Naïd seulement. Non, on parle tous les autres syndicats. La preuve là, c'est que les gars de la santé là, ils ont laissé mourir les gens. C'est pour vous dire que leur solution là, c'est contre le peuple. Tu as vu des gens mourir. Non, ils ont des solutions contre le peuple. C'est sûr que c'est pas contre le peuple. Ils ont dit clairement que les grèves qu'ils sont en train de mener, c'est pour bien soigner, moi, je suis en train de avoir vous les dire, moyens et vous de allez soigner. me donner raison un jour, les syndicalistes là, quand ils sont dans leur lutte, ils ne pensent plus au reste du peuple. Ils pensent à leurs avantages seulement. C'est ça ma conclusion en fait. Moi, j'allais avoir une démarche qui prenne en compte les deux résultats, qui me rapporte de l'argent et qui fait en sorte que mon peuple en profite. C'est ça qu'on doit faire. Sinon, les gouvernants, là, vous avez trop confiance en eux. Ils ne vont pas nous amener l'argent. Tu occultes en fait le quotidien. Non, Déjà dans mon quotidien, je n'ai pas certains moyens. Donc donnez-moi les moyens de travailler dans votre quotidien. Maintenant, vous me donnez des directives. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être pour ça que les 2 revendications peuvent se poser en même temps. Ça peut C'est-à-dire pas la se poser en même temps satisfaction parce que ça de augmente. l'amélioration des conditions de vie. Vous ne faites aucune proposition. C'est opérationnel. Je pense que la proposition de Rabo est un peu opérationnelle parce qu'on peut effectivement aller avec les 2 revendications. Et en ce moment, on est beaucoup plus convaincant aux yeux de l'opinion. Parce que bon, ça va ensemble. Satisfait-nous. Donnez-nous les conditions de travail. Pour les sorties sur le terrain. Ouais. Ils ont demandé à ce que les nominations et les autres affectations de complaisance soient arrêtées. Qu'on les serve ça. On a donné ça aux magistrats là. Ils ont fait combien de procès en plus? On a donné l'argent aux magistrats. Ils ont fait combien de procès en plus de sécurité? Tu n'as pas demandé aux magistrats de faire plus de procès. Tu as demandé aux impôts de faire un peu plus d'argent. Donc, ce que je dis là, c'est général. C'est pas pratique d'avoir demandé plus. D'accord. Oui, Bama veut réagir. Moi je crois que Rabo demande un peu trop quand même aux syndicats. Tu leur demandes un peu trop parce que, non, c'est aux politiques, c'est un minimum de volonté politique qu'il nous faut ici pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on peut faire un travail que ce que le CNT a fait. Qu'on mette les gens devant le fait et les gens refusent de s'assumer. C'est ce qui se passe. Je donne un autre exemple. Qu'est-ce que le ministère a fait exactement? Il y a un moment dans ce pays où les journalistes ont fait le travail de l'opposition politique. Quand il y avait la lutte contre la modification de l'article 37, là, les journalistes sont allés au-delà de leur rôle. Ils sont même descendus dans la rue. Ils ont même fait des éditoriaux pour insulter des gens moutons, au risque de se faire enfermer à la MACO pour diffamation. Il y a des moments où il faut aller au-delà de son rôle traditionnel. Sinon, avec les gouvernants qu'on a là, moi, je n'ai pas suffisamment confiance qui nous aident à avancer. Il faut qu'on les pousse. Y compris les syndicats. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Faut pas seulement... Non, mais vous ne les obligez pas. Vous dites aux syndicats de faire des discours. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Allons dans l'action. Poussons-les. Ok. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement, justement, d'avoir aussi... Tous les gouvernements du monde sont comme ça.
Si le peuple ne pousse pas, là, il ne bouge pas. Alors, apparemment, Paul Miki épouse la position de oui, donc je pense que ce que Rabo dit, ça peut être opérationnel de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il faut que les syndicats également changent de discours de mon point de vue. Il faut avoir des arguments pour convaincre l'opinion. Parce qu'on est dans un pays où c'est la guerre de l'opinion qui compte le plus. C'est plus difficile et c'est plus rassurant de convaincre l'opinion que de convaincre les gouvernants. Parce que c'est la même opinion qui peut mettre la pression pour que les revendications soient satisfaites. Je crois qu'on peut effectivement aller dans cette démarche-là, où on fait des propositions concrètes de rentabilité, de mobilisation des ressources financières, et on dit à côté de ça, nous avons nos revendications. Dans ça, pour répondre un peu à ce que Hassan dit, je crois que les syndicats, même dans cette dynamique-là, ils peuvent faire violence sur eux-mêmes, supporter les conditions qu'ils ont. C'est-à-dire, il suffit de présenter un plan. Non, ils peuvent continuer le temps d'un mois, un mois seulement, pour que les fonds rentrent selon les propositions qu'ils font, et à partir de ce moment, eux-mêmes là, qui font rentrer les sous, sauront que tel nombre d'argent est rentré et on peut prendre tant pour cent pour satisfaire les revendications des syndicats. Et en ce moment, c'est tout le monde qui gagne. Les revendications sont satisfaites, le gouvernement a eu beaucoup plus d'argent et le pays s'en porte mieux. Au lieu d'aller tout de suite avec rien que des revendications, on dépose et puis on se retourne. Les gouvernants sont débordés, ça c'est un. De deux, comme l'a dit Rabo, on ne peut pas totalement leur faire confiance, ils n'ont pas solution à tout. Donc il faut vraiment qu'ils soient un peu poussés. Ils ont même besoin d'être aidés dans les démarches pour trouver les solutions aux problèmes qu'on pose. Parce qu'à mon avis, ça fait trop les revendications, c'est vraiment un paquet de revendications. Je me demande d'ailleurs si dans certains ministères on travaille autrement que de chercher solution aux revendications des travailleurs. Donc depuis un certain temps, on a l'impression que notre pays même n'avance pas. Moi, c'est ma conviction. Quand on est en grève, on ne travaille pas. Et quand on ne travaille pas, effectivement, il n'y a pas d'entrée d'argent. Et c'est le pays qui recule. Alors, ça va être le mot de fin, hein, parce qu'il est midi, alors nous avions 1 heure, ça passe très vite, vous l'avez constaté, on n'aura pas le temps d'aborder voilà, donc il faut un plaidoyer auprès du service. Un débat de presse, parce qu'on est au moins 15 minutes. Moi, je propose qu'on continue le débat de presse, on continue à négocier 15 minutes. D'accord, alors si on va pas... débat de presse, samedi, dimanche prochain, on dit on ne vient pas tout de suite. Je pense que la direction de la télé va nous... Mais si on vient causer encore 1 heure, on dit non, on n'a pas assez de temps, toujours on va vous laisser causer. C'est ça le problème. D'accord. En tout cas, ça nous ferait du bien d'avoir 15 minutes ou 20 minutes de plus, comme le SNED aussi, quelques jetons de plus, ça leur fera du bien. Alors, merci en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Ladji Bama du journal Le Reporter, Yacine Sanou de Omega FM, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM et Soumaïla Rabo de Savane FM. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre, passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes.